Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au théorème de superposition. Avant d'aborder ce théorème, il faut que je donne 3 définitions générales sur les circuits électriques. Nous aborderons le théorème de superposition sur un exemple qui servira aussi d'exercice d'application. Je commence donc par vous donner quelques définitions sur les circuits électriques. La première définition concerne la notion de source indépendante et de source liée. Une source est dite indépendante lorsque la grandeur générée n'est pas liée à une autre valeur dans le circuit. C'est n'importe quelle source qu'on a vue jusqu'à maintenant, un générateur de tension standard, des batteries, etc. La tension ou le courant dans un générateur de courant est fixé et va influer sur le circuit, il ne va pas dépendre du reste des valeurs. Au contraire, une source est dite liée si la grandeur générée est liée à une autre grandeur du circuit. Par exemple, je vous dessine ici le modèle d'un amplificateur. Alors nous verrons les tenants et les aboutissants de ce genre de choses un peu plus tard. La tension d'entrée UE va débiter sur une résistance et la tension de sortie va être en fait égale à un coefficient d'amplification fois la tension d'entrée. On dit que la source US est liée à UE par la relation US égale A fois UE. La deuxième définition qu'il faut que je vous donne concerne la passivation de source. Passiver une source correspond à annuler la valeur générée. Et il est interdit de passiver les sources liées. Tout simplement parce que si on annule la source liée, on va aussi annuler le phénomène qui est lié à cette source. Donc on va annuler plein d'autres choses dans le circuit, et ça va conduire à des aberrations. Pour une source de tension, la passivation consiste à annuler la tension générée, donc à remplacer la source par un fil. La tension aux bornes d'un fil est nulle, mais on laisse quand même la possibilité au courant de circuler. Pour une source de courant, la passivation consiste à annuler le courant, donc à remplacer la source par un circuit ouvert. Le courant ne peut plus circuler, mais on a quand même la possibilité d'avoir une différence de potentiel aux bornes des deux points. Nous allons utiliser cette notion dans un instant dans le théorème de superposition. Et la troisième définition qu'il faut que je vous donne, qui va nous conduire directement au théorème, concerne la linéarité des circuits. Un circuit est dit linéaire s'il est uniquement composé de dipôles linéaires. Pour nous actuellement, les dipôles linéaires, ce sont les résistances et les générateurs de tension et de courant standard que nous avons eus. Nous avons aussi la notion d'impédance dans les circuits linéaires, c'est-à-dire les condensateurs et les bobines en régime sinusoïdal, que nous aborderons par la suite. En d'autres termes, un circuit linéaire est composé de dipôles dont la relation courant-tension est une équation affine. Une équation affine en mathématiques est du type y égale ax plus b. Alors ça peut être pour nous la loi d'Ohm, par exemple U égale RI. On peut aussi avoir des sources liées linéairement, par exemple comme dans le modèle d'amplificateur que je vous ai montré, US égale A fois UE. Dans un circuit linéaire, chaque grandeur dans les dipôles, tension ou courant, va être la combinaison linéaire des sources indépendantes. Alors je vous donne un exemple tout de suite pour éclaircir cette définition. Sur cet exemple, nous avons 3 sources indépendantes, I0, UE1 et UE2. Et on va chercher la tension aux bornes de la résistance R3. On sait que cette tension va pouvoir s'écrire comme l'addition des 3 sources I0, UE1 et UE2, chacune des sources étant multipliée par un coefficient. Donc la tension U3 peut s'écrire comme K0 I0 plus K1 UE1 plus K2 UE2. Les coefficients K que j'aurais pu nommer autrement vont être déterminés avec les lois de Kirchhoff, la loi d'Ohm et les ponts diviseurs de tension et de courant, et vont dépendre des résistances. Donc c'est valable pour n'importe quel circuit linéaire. À chaque fois, la tension ou le courant dans un composant, dans un dipôle, sera la combinaison linéaire de chaque source indépendante. Alors il existe aussi des circuits non linéaires. Ce sont des circuits composés de composants dont la relation n'est pas une relation affine. Par exemple les diodes, les comparateurs, les multiplicateurs de tension, etc., etc. Tout ça, ce sont des composants ou des dipôles non linéaires, et nous ne pourrons pas appliquer certaines lois que nous sommes en train de voir, et nous verrons les lois qui sont applicables dans des cas particuliers. La linéarité donc des circuits et cette relation linéaire va être directement déterminée par le théorème de superposition. On peut voir ça comme la superposition de 3 états, l'état avec I0, l'état avec UE1 et l'état avec UE2, qui peuvent être considérés indépendamment l'un de l'autre. Le théorème de superposition s'applique donc dans des circuits linéaires à plusieurs sources et a pour objectif de simplifier l'étude des circuits en décomposant l'étude en une somme d'opérations élémentaires. Si on recherche la tension ou le courant dans un composant ou dans un dipôle, par exemple la tension aux bornes de la résistance R3 sur le circuit d'exemple,
La première étape consiste à passiver toutes les sources sauf une. Par exemple, je vais uniquement garder la tension UE1 et je vais passiver la source de courant en la remplaçant par un circuit ouvert et la deuxième source de tension en la remplaçant par un fil. Je vais déterminer, avec les lois que nous connaissons, donc les lois de Kirchhoff, loi d'Ohm, pont diviseur de tension et de courant, la tension U31, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance R3, U3, mais en considérant uniquement la première source indépendante. Je stocke ce résultat et je recommence l'opération avec chacune des autres sources indépendantes. Et à chaque étape, il n'y a qu'une seule source qui est active. Deuxième étape, donc je vais considérer qu'on n'a que la tension UE2. Je passive UE1 et je laisse la source de courant passivée. Je vais donc déterminer la version de U3, mais uniquement en considérant cette source toute seule. Je vais donc avoir une tension que je vais appeler U32. Et puis enfin, dernière phase, je vais recommencer avec la troisième source indépendante, I0, et je vais déterminer une version de cette tension, U30 par exemple, qui est la tension uniquement avec la source I0. Au final, la tension du circuit complet est la somme de chaque tension prise indépendamment avec chacune des sources indépendantes. Donc dans cette résolution qui peut paraître longue a priori parce qu'il y a un certain nombre d'étapes à résoudre, en fait on a décomposé le circuit en une somme d'étapes plus simples. En guise d'exercice, je vous propose d'utiliser le circuit d'exemple et de résoudre le théorème de superposition pour déterminer la tension U3. Alors vous pouvez reprendre évidemment les consignes que j'ai données dans la résolution du théorème précédemment. Et lors de la correction, je vous laisserai du temps pour mettre la vidéo en pause entre chaque étape. Si vous n'arrivez pas à l'étape précédente, vous pourrez vous inspirer de la correction pour essayer de résoudre l'étape suivante. Première résolution, on peut considérer comme dans l'exemple que j'ai passivé toutes les sources et je n'ai gardé que UE1. Dans ce cas de simplification, on a un schéma qui ressemble fortement à un des exercices que j'avais donné dans la vidéo sur le pont diviseur de tension. C'était l'exercice qui était dénommé « Ne tombons pas dans un piège ». On voit sur ce schéma que les résistances R2 et R3 sont en parallèle, et que cette mise en parallèle est en série avec la résistance R1. Donc on peut appliquer le pont diviseur de tension en considérant la tension aux bornes de la mise en parallèle R2-R3. Ainsi nous avons la formule R2 parallèle à R3 divisé par la somme des résistances de la branche en série, c'est-à-dire R1 plus R2 parallèle à R3, multiplié par la tension qui alimente ce pont diviseur de tension, c'est-à-dire UE1. Je ne vais pas laisser ça comme ça, je vais simplifier ce résultat-là. Je vais développer la mise en parallèle, donc R2 R3 sur R2 plus R3, le tout divisé par R1 plus R2 R3 sur R2 plus R3, et l'intégralité de cette fraction multipliée par UE1. Le dénominateur du haut, le R2 plus R3 du haut, je vais le faire descendre en bas, qui va simplifier le dénominateur général, et je vais bien insister sur cette simplification. Donc R2 plus R3 devient multiplicateur de R1 plus R2 R3 sur R2 plus R3. Il ne faut pas oublier les parenthèses, sinon ça donne n'importe quoi. Si je distribue R2 plus R3 sur R1, R1 R2 plus R1 R3, et sur la dernière fraction, je vais pouvoir simplifier le R2 plus R3, donc il va me rester R2 R3. Et ça, c'est le résultat pour U31, je ne peux pas simplifier plus que ça. Donc je vais effacer les lignes de calcul intermédiaires et je vais stocker ce résultat en haut. Et je vous laisse un petit peu de temps pour mettre la vidéo en pause afin que vous puissiez vous inspirer de cette méthode pour la deuxième partie de la résolution si vous ne savez pas comment faire. On considère maintenant UE2 seul. Ainsi je passive UE1 et je garde I0 passivé. On a la même structure que précédemment. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire un pont diviseur entre R2 et la mise en parallèle de R1 et R3. Et la tension d'alimentation de ce pont diviseur, c'est UE2. Donc je vais pouvoir écrire la formule U32 égale R1 parallèle à R3 divisé par R2 plus R1 parallèle à R3 fois UE2. Si je développe, je vais utiliser le même type de résolution que précédemment, donc vous pouvez vous réinspirer du cas précédent. Et on tomberait sur le résultat R1R3 divisé par R1R2 plus R1R3 plus R2R3, le tout fois UE2. Troisième partie de la résolution, on garde I0 tout seul et on passive les deux sources de tension. Dans ce cas-là, on se rend compte qu'on a trois résistances en parallèle alimentées par le courant I0.
On peut donc faire un pont diviseur de courant pour obtenir le courant I3, ce qui nous conduira après, avec la loi d'Ohm, à obtenir U30, U30 si vous voulez. Je vous rappelle que pour le pont diviseur de courant, on utilise la notation sous forme de conductance G égale 1 sur R, et on peut écrire directement que le courant I3, c'est G3, donc la conductance associée à la résistance R3, divisé par la somme des conductances dans la branche en parallèle, G1 plus G2 plus G3, multiplié par le courant d'alimentation à l'entrée de cette branche en parallèle, c'est-à-dire I0. Je ne laisse pas ça comme ça, je vais résoudre ce pont diviseur de courant. Il s'avère que cette résolution, on l'a déjà faite dans la vidéo consacrée au pont diviseur de courant, et j'avais détaillé ce calcul, donc je vous ramène à cette vidéo pour avoir le détail de cette résolution. Et au bout de la détermination, on trouve R1R2 sur R1R2 plus R1R3 plus R2R3, le tout fois I0. On va déterminer U30, donc R3I3, égale R1R2R3 sur R1R2 plus R1R3 plus R2R3 fois I0. Première remarque avant d'additionner, on se rend compte que les dénominateurs des trois résultats sont les mêmes. Vous remarquez que dans chacune des expressions, le dénominateur c'est R1R2 plus R1R3 plus R2R3. Il peut y avoir des cas où on n'a pas le même dénominateur, mais lorsqu'on a des expressions de ce type-là, en fait on travaille sur le même circuit et une petite variation sur le même circuit, il s'avère qu'on va avoir des dénominateurs qui vont souvent être le même. C'est un point de vérification. Si vous avez des dénominateurs qui sont très différents sur chacune de vos expressions, posez-vous la question si vous n'êtes pas trompé dans votre résolution. J'additionne les trois résultats intermédiaires, les dénominateurs sont les mêmes comme je viens de le dire, il suffit de mettre tout sur la même barre de fraction de dénominateur et j'obtiens cette expression qui, si on avait essayé de la déterminer sans l'aide du théorème de superposition, nous aurait conduit à une résolution extrêmement laborieuse et extrêmement longue, sans possibilité de simplification. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le théorème de superposition qui s'applique à des circuits à plusieurs générateurs dans des cas plus compliqués que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Dans les deux prochaines vidéos, nous allons aborder le théorème de Thevenin et le théorème de Norton, qui sont des outils encore plus complets pour simplifier des circuits compliqués. Portez-vous bien!